on a pris un engagement de ne jamais laisser taire cette voie du Honduras en France, cette voie de résistance. Et nous avons tous les ans, aussi souvent qu'on le peut, nous avons essayé de créer, de donner l'information, de faire circuler l'information, de permettre de mieux comprendre ce qui se passe là-bas, puisque vous avez pu vous remarquer que le silence est particulièrement assourdissant dans les médias français, pour ne pas dire quand c'est pas mensonger, et quand il n'y a pas la complicité avec la dictature hondurienne. Alors, quand le Parti Libré s'est créé, qu'ils ont souhaité mettre en place de se mettre en liste pour ces élections, nous avions à la fois tous espoir et nous pensions, au regard de la mobilisation que cela devrait pouvoir, que ça aurait dû devoir se conclure par une victoire. Cette victoire, à la suite des dernières élections, nous pensions qu'elle risquait aussi d'être volée, pour ne pas dire violée. Et donc, l'idée d'observateur, et l'observatrice en l'occurrence, était aussi dans ce souci-là de pouvoir revenir, rapporter ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu et comment les choses se sont passées depuis, non seulement, et nous y reviendrons en détail, non seulement la Cour constitutionnelle a validé l'élection avec ça, je pense qu'ils nous reviendront dessus, avec la bénédiction de certains observateurs, notamment les Européens, mais en plus, ces derniers temps, sans attendre le nouveau Parlement et les nouvelles formes, les nouvelles instances, des décisions à la va-vite ont été prises pour rapidement essayer d'empêcher toute transformation, ou tout au moins toute contestation, puisque le gouvernement actuel à l'Assemblée n'a pas la majorité absolue et donc est obligé de faire alliance. Voilà, la situation politique est difficile, complexe, mais en même temps, de ce que vous avez pu voir peut-être vous les uns les autres, dans les manifestations nombreuses, importantes, l'espoir n'est pas retombé. Et pour la résistance, j'ai cru comprendre que c'était une étape qui était celle des élections, mais que ce n'était pas l'unique objectif et qu'il y aurait d'autres étapes. C'est de tout cela que je crois qu'on souhaite aujourd'hui pouvoir partager avec vous grâce à Hélène et à Orlan. Peut-être Maria, tu veux dire quelque chose avant de... Merci Fabien. Donc un simple mot pour dire à ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, le collectif Alerte Honduras s'est formé à cause du coup d'État, au lendemain du coup d'État. Donc notre objectif est de, comme le disait Fabien, de casser un peu le silence et de transmettre des informations en français sur la situation en Honduras, parce qu'elles ne sont pas très faciles à trouver. Donc on a pour cela une page Facebook et un compte Twitter sur lequel on met des informations. On a aussi une liste de distribution, enfin, on envoie des emails, donc vous pouvez nous laisser vos adresses mail à la fin si ça vous intéresse de recevoir nos informations. Et juste en 2 mots, dire que la résistance hondurienne est très diverse, elle est très large, elle est internationale, donc nous on en fait partie, donc on continue dans la lutte. Bien, écoutez, je propose qu'on leur laisse la parole, parce que vous êtes venus pour elle et pas pour vous. Et donc, je laisse le soin à Orlan un petit peu et de se présenter, et en même temps de nous dire ce qu'elle a à dire.
Bonsoir, merci à tous de vous être déplacés. Donc moi j'ai connu le Honduras en fait parce que j'ai effectué un stage en 2013 dans un projet d'accompagnement aux défenseurs des droits de l'homme au Honduras qui s'appelle PROA. Et à mon retour en France, donc j'ai voulu continuer à m'impliquer pour soutenir en fait la résistance hondurienne, et c'est à ce moment-là que j'ai connu le collectif Alerte Honduras. Et donc je leur ai proposé, j'étais très intéressée par une mission d'observation des élections, sachant donc que j'avais accumulé pas mal de connaissances sur la situation des droits humains, et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé aux membres du collectif de partir, et à France Amérique Latine aussi, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis retrouvée une seconde fois à partir de la mi-novembre 2013, donc avec Hélène. Donc juste pour vous planter un peu le décor de la mission, elle s'est déroulée durant 3 semaines, donc du 17 novembre au 8 décembre. On a séjourné à peu près la moitié du temps dans la capitale. Ensuite, nos chemins se sont séparés avec Hélène, puisque donc moi, étant donné les problèmes de sécurité dont j'avais été victime durant mon premier séjour, je devais éviter la zone nord. Donc Hélène est partie dans la zone nord, où elle pourra vous en parler plus en détail, mais elle est notamment allée dans la région du Bazaguán, où il y a un conflit agraire sanglant qui se déroule actuellement. Elle a aussi visité l'organisation Garifuna, donc les afrodescendants sur la côte Caraïbe. Si je me souviens bien, elle est aussi au Progreso. Visiter donc les locaux de Radio Progreso avec le père Melo, qui est un membre notable de la résistance. Pendant ce temps-là, moi j'ai intégré en fait un observatoire composé par des féministes, un observatoire qui s'est constitué dans le cadre des élections, et donc qui portait une attention toute particulière aux violations des droits des femmes dans le contexte électoral. Donc en fait, moi je vais me concentrer, Hélène proposera une analyse, et aussi elle va proposer des scénarios de perspectives politiques pour le futur hondurien. Moi pour ma part, je vais être plus factuelle et vous parler un peu des violations des droits humains qu'on a pu observer donc, durant la période qui allait du 17 novembre au 8 décembre. Et donc on a décomposer nos observations en 3 périodes, donc la période préélectorale, le jour du vote et la période post-électorale. Donc comme l'a rappelé Fabien, effectivement donc, il y a une situation de violation massive des droits de l'homme actuellement en Honduras, violation qui existait bien évidemment avant le coup d'État, mais la situation s'est aggravée après le coup d'État. On voit plusieurs catégories d'acteurs qui sont affectés par ces violations des droits de l'homme, donc, qui sont tous des défenseurs des droits de l'homme, mais on compte parmi eux donc, des journalistes, on compte des avocats, on compte des femmes, des paysans, des défenseurs de l'environnement, des membres de la communauté LGBT également, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Et évidemment les peuples autochtones aussi, comprenant donc autochtones natifs et afrodescendants. Syndicalistes aussi. Les syndicalistes, merci. Donc voilà, donc en fait, déjà assez généralement, ce qu'on peut dire sur le contexte dans lequel les élections ont pris place, c'est que la société hondurienne est très fortement militarisée actuellement. Donc ce processus de remilitarisation a commencé après le coup d'État, bien évidemment. Et moi, j'ai vu vraiment une progression donc, durant tout mon séjour en 2013. Et accrue donc, dans le cadre des élections. Et évidemment, ça s'est répercuté également le jour du vote. Donc le climat général actuellement, c'est un climat de violence avec beaucoup d'attaques, d'intimidation, de harcèlement des défenseurs des droits de l'homme. Pour le contexte, dans la période préélectorale, donc qui allait du 17 novembre au 23 novembre,
Donc nous, ce que nous avons pu constater durant notre séjour, premièrement, une intimidation, des intimidations récurrentes contre les militants du Parti Libre. Notamment le 22 novembre, en soirée, par exemple, donc on était seulement à 2 jours des élections, on a appris par exemple que des policiers donc d'une force qui a été récemment créée, la police militaire, tentaient d'intimider des membres d'un local du Parti Libre. Et donc ça, c'est une pratique en fait qui s'est retrouvée à plusieurs reprises. Donc voilà, il déambulait, des patrouilles qui déambulent en permanence aux abords des locaux du Parti Libre pour les intimider en fait. On a aussi été, nous, personnellement, les victimes d'intimidation. Donc, il y a eu une campagne d'intimidation assez généralisée à l'encontre des observateurs internationaux pendant qu'on était là-bas. Et des observateurs internationaux, pas n'importe lesquels, c'est-à-dire non pas les observateurs envoyés par des organisations internationales telles que l'Union européenne, mais plutôt des observateurs internationaux membres de délégations d'organisations de solidarité internationale, donc comme c'était notre cas. Ça s'est vérifié notamment avec les membres d'une délégation composée de plus de 100 observateurs américains qui ont été contrôlés à plusieurs reprises par des agents qui s'auto-identifiaient comme du bureau de l'immigration. Bon, après, on n'a jamais vraiment vu leurs papiers, donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai. Une fois, ils ont également effectué ce contrôle cagoulé, donc ça interpelle un petit peu aussi, avec des armes. Ils ont pénétré ce jour-là, donc c'était à la veille des élections, le samedi matin, ils ont pénétré dans les locaux de l'hôtel dans lequel étaient hébergés des observateurs. Là, en l'occurrence, la majorité étaient des membres du Forum de Sao Paulo, donc des observateurs centra-américains, sud-américains. Demandant à réviser leurs documents. Donc la même pratique, pas forcément cagoulée, mais la même pratique s'est vue aussi donc, avec les observateurs de la délégation américaine et nous-mêmes aussi, alors qu'on circulait avec Hélène à bord d'un véhicule en compagnie d'observateurs allemands, nous avons été priés de présenter nos documents aussi pour prouver la véracité, la légitimité en fait de notre présence. Donc ce qui est paradoxal quand même, c'est que la plupart du temps, tous les observateurs qui ont été contrôlés étaient détenteurs d'accréditation officielle qui avait été délivrée par le tribunal suprême électoral hondurien, donc qui est l'autorité électorale, donc qui normalement est en communication avec le gouvernement hondurien, ou devrait l'être. Donc on peut en conclure que ça relève d'une logique d'intimidation, puisque évidemment nous étions tous en règle et souvent accrédités par le tribunal suprême électoral. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à la veille du 24 novembre, donc du jour du vote, en soirée, deux militants et observateurs du parti, accrédités par le Parti Libre, ont été assassinés, alors qu'en fait ils venaient d'assister à une formation qui était délivrée par des agents du tribunal suprême électoral. Et donc, quittant le local dans lequel s'était déroulée la formation, ils sont montés à bord d'un pick-up et ils ont été interceptés en route et tués par balle. Donc, en fait, tous ces événements-là qui se sont passés, donc on a vu qu'il y a eu une accélération vraiment une montée en tension véritablement le vendredi et le samedi. Qui ont favorisé en fait l'installation d'un climat de terreur qui est contraire au déroulement, enfin plutôt qui ne favorise pas le déroulement d'élections libres telles que le préconisent plusieurs déclarations des droits de l'homme, qui défendent les droits de l'homme. Il est important aussi de rappeler que durant les 15 mois qui ont précédé les élections, 36 candidats et militants ont été assassinés au Honduras. Donc c'est une liste qui a été établie par l'Organisation de défense des droits de l'homme COFADE,
une organisation hondurienne, en collaboration avec l'organisation canadienne Rights Action. Ils ont tenté de systématiser la liste des personnes donc, candidates, sachant donc, que c'était des élections qui se sont déroulées, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était des élections générales. Donc, il y avait trois scrutins. L'élection présidentielle, l'élection parlementaire avec donc, l'élection de députés pour renouveler les membres du Congrès et des élections municipales. Donc c'est pour ça, quand on dit 36, c'était non pas 36 candidats à l'élection présidentielle, on s'entend bien. Ça aurait été compliqué. Donc voilà, donc ils sont arrivés à la conclusion que 36 candidats ou militants ou personnes identifiées en relation avec une organisation politique ont été assassinés, 6 tentatives d'assassinat aussi ont été recensées, et ce qui ressort en fait des données qui ont été collectées, c'est que on voit une nette préférence pour des militants et des candidats du parti Libre. Donc on peut dire que le parti Libre, qu'il s'agisse des techniques, je ne sais pas si on peut appeler ça, des stratégies plutôt d'intimidation, de harcèlement ou d'assassinat ou attentat, le parti Libre en a été la cible privilégiée. Ensuite, concernant le jour du vote, donc là aussi on a pu constater une militarisation assez flagrante. Il faut savoir qu'en tout 28 000 policiers et soldats avaient été mobilisés pour encadrer la tenue des élections. Il y avait donc 12 000 policiers et 16 000 soldats. Ils étaient tous postés donc dans chaque centre de vote, à l'intérieur, à l'extérieur. On pouvait voir donc, des petits groupes de militaires et de policiers. Donc ça, on peut aussi souligner que ça ne favorise pas non plus un climat de sérénité et de libre expression probablement. Moi, j'ai personnellement assisté à un incident qui impliquait justement un militaire. Moi, j'ai effectué mon observation dans les quartiers populaires. J'étais dans une équipe mobile, en fait, donc avec une autre femme qui était membre de l'Observatoire féministe. On a sillonné un petit peu les quartiers populaires de la capitale, Tegucigalpa. Tandis qu'Hélène, elle était dans une ville du sud du Honduras qui s'appelle Choluteca. Donc moi je peux parler en tout cas de ce que j'ai observé, et c'était assez intéressant parce que donc quartier populaire avec des écoles assez bondées, très très fréquentées le jour des élections. Et dans l'une des écoles qui avait été transformée en centre de vote pour l'occasion, dans une des petites salles de classe où j'avais choisi de me poster pour rester observer un petit peu, un peu au hasard. J'ai assisté à un incident assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les électeurs n'ont pas le droit de rentrer avec un quelconque signe les identifiant comme partisans de tel ou tel parti. Donc en l'occurrence, là, il y avait un homme qui était en état d'ébriété assez avancé, un électeur donc, qui s'est présenté dans les locaux et qui était identifié avec le Parti national, donc le parti qui était au pouvoir, mais qui a été élu. Exactement. Et il a commencé, on va dire qu'il faisait des blagues et tout ça, mais il s'est fait remarquer. Il y a certains membres du bureau de vote lui ont signifié qu'il ne pouvait pas ni porter je crois que c'était un drapeau, ni porter ce drapeau, et que normalement en fait il n'avait même plus le droit de voter. Donc il y a toute une discussion qui a commencé. Lui, comme il était sous, c'est monté en tension. Et voilà, donc il y a plusieurs membres du bureau de vote qui ont tenté de calmer un petit peu, parce qu'on était donc dans une toute petite salle de classe, et en fait donc les gens qui attendaient pour voter, tout le monde, il a commencé à avoir en fait une espèce de capharnaüm dans la pièce, avec des gens qui criaient dans tous les sens, qui prenaient parti. Et comme les membres du bureau de vote n'ont pas réussi à calmer l'incident, ils ont appelé les militaires. Donc les militaires sont rentrés, donc il faut imaginer une pièce toute petite avec environ 50 personnes qui sont toutes en train de crier. Et le militaire, finalement, pour faire entendre sa voix, il s'est mis à hurler, puis il a menacé avec son fusil, quoi. Donc sachant qu'on était tous
assez proche de lui parce qu'on était tous serrés comme ça. Donc voilà, donc moi je peux vous le dire, en tout cas, si le but était de terroriser, il a bien réussi, puisque moi en tout cas j'ai très peur, parce que j'étais très proche de son arme. Et en fait, donc pour l'anecdote, ce qui se passe, c'est que donc lui a crié, ils étaient deux soldats, ils ont crié, ils ont dit à tout le monde, maintenant faut calmer, tout ça, ça suffit. Et finalement, donc pour apaiser la tension, ils ont laissé cet homme voter, celui qui était à l'origine en fait de ce joyeux bordel. Et donc ils l'ont laissé voter, l'homme est reparti, et après donc il y a des membres du bureau de vote qui sont venus me voir en se justifiant, en disant non mais ne vous inquiétez pas, on va mettre son vote à part, puis on va voir plus tard si on décide de le prendre en compte ou pas. Donc évidemment ça n'existe pas. Donc voilà, donc avec cet exemple-là, on voit clairement donc, la militarisation, l'intimidation. Et on voit aussi que l'irrégularité en fait, de ce vote qui finalement a été pris en compte. Dans d'autres pratiques après qui ont été dénoncées, auxquelles on n'a pas nécessairement assisté nous en personne, mais disons qu'on a pu faire une petite compilation de toutes les dénonciations en fait, d'irrégularités, donc qui nous amènent à conclure que oui, il y a eu fraude électorale, ou en tout cas il y a eu manipulation frauduleuse. C'est celle en fait, qu'on a collectée à travers les témoignages de toutes les délégations d'observateurs, ceux des organisations de solidarité, hein, je laisse de côté ceux des organisations internationales. Et donc ce qu'on a pu... ce qui a été rapporté en tout cas, c'est que donc, de nombreux citoyens n'ont pas pu exercer leur droit de vote parce qu'ils ne figuraient pas sur les registres électoraux. Et ça a été un problème qui était déjà discuté même avant, on savait que ça allait se produire, c'est-à-dire que des personnes qui sont vivantes, manifestement, puisqu'elles se présentent pour voter, étaient enregistrées comme mortes sur les registres électoraux, et inversement, de nombreuses personnes mortes avaient le droit de voter. Donc voilà, donc on peut... Et on votait, voilà, c'est encore plus miraculeux. Il se passe plein de choses en Honduras. Donc voilà, par exemple, la mission d'observation électorale de la délégation européenne argumente qu'il s'agit de petites failles techniques, mais bon, c'est pas grave puisque le tribunal suprême électoral fait des efforts pour s'améliorer, mais on peut se demander quand même quelle est la part de hasard en fait dans le fait que le registre électoral n'a pas été actualisé. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Sachant que, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, sachant que pour la première fois dans l'histoire des élections au Honduras, il y a eu des élections primaires de tous les partis politiques d'organiser, et du coup les gens ont voté dans les élections primaires d'un parti ou de l'autre. Donc le tribunal suprême électoral savait pertinemment qui avait voté pour quel parti. Donc ils avaient des listes par parti et qui pouvaient croiser avec le registre et comme ça perdre des gens tout à fait par hasard entre les deux. Ce qu'on a pu voir aussi, et ce qui a été pas mal dénoncé, ce sont des pratiques d'achat de vote, donc un classique, c'est-à-dire des personnes auxquelles on donne de l'argent pour qu'elles votent en faveur de tel candidat, et donc en l'occurrence, celles qui ont été dénoncées, c'était plutôt en faveur du Parti national. Et donc sachant que la personne qui a voté donc, selon les directives qu'on lui a données, va pouvoir en donner la preuve en prenant une photo en fait, avec son téléphone portable, par exemple, pour bien montrer que oui, j'ai voté pour tel candidat. Une autre pratique qui a été dénoncée, c'est l'achat d'accréditation. En fait, bon, c'est un peu technique, peut-être un peu ennuyeux, mais il faut savoir que dans les membres d'un bureau de vote sont au nombre de 18, sachant qu'il y avait 9 partis politiques en lice. Donc en fait, chaque parti a deux membres scrutateurs présents dans chaque bureau de vote.
Ce qui a été dénoncé, c'est qu'en fait, il y aurait eu un trafic, une usurpation d'accréditation de certains scrutateurs, c'est-à-dire que donc, ouais, pour chaque, il y avait deux scrutateurs de Libre, deux du Parti national, deux du Parti libéral, et souvent donc des membres scrutateurs représentants du Parti Libre ont dénoncé voilà, des représentants de petits partis, donc par exemple Unification démocratique, ou je ne vais pas vous donner les noms de tous les petits partis, les membres représentants, enfin les soi-disant représentants qui avaient intégré les bureaux de vote étaient en réalité des militants du Parti national, donc voilà, qui étaient Parfois même des gens connus pour ça. Mais... Oui, voilà, c'est ça en fait, qui avaient usurpé ou qui s'étaient procuré d'une façon ou d'une autre une accréditation les identifiant comme membres d'un autre parti. Donc ça c'est comment est-ce que sur quoi se fondaient les accusations? Ben, c'est que ce qui se passe en fait, c'est que les membres d'un bureau de vote sont tous originaires du même quartier, donc forcément on sait très bien que telle personne est identifiée, vote pour tel parti, parce que déjà souvent il y a des drapeaux à l'extérieur des maisons, enfin voilà, on s'identifie assez facilement avec un parti, donc c'est là-dessus qu'ils basaient leurs accusations. Moi je sais que j'ai reçu plusieurs plaintes, j'ai fait remplir des formulaires de plainte à plusieurs personnes qui m'ont rapporté ça. L'autre élément aussi qui peut nous laisser croire que ces allégations-là sont fondées, c'est que ce qu'on a remarqué, moi je l'ai vu aussi à la table à laquelle j'étais restée pour observer le dépouillement des urnes, dans les différents scrutins, donc présidentiels, parlementaires et municipal, on a observé que certains partis n'avaient récolté aucun vote. Or, les membres des bureaux de vote étaient donc censés représenter chacun un parti, étaient supposés, enfin en tout cas on aurait pu attendre de leur part qu'ils votent au moins en faveur de leur parti. Or, certains partis ont comptabilisé 0 vote. Donc ça interroge vraiment, et effectivement ça pourrait nous laisser penser que il n'y avait pas réellement de représentants de ces partis-là, sinon des représentants de plus gros partis, comme peut-être le Parti national, qui auraient voté en faveur du Parti national, et de façon à faire gonfler un peu plus leurs résultats. Voilà, donc ce qui a été dénoncé aussi, c'est une défaillance du système informatique. On a remarqué, où on a remarqué que entre les actes de... comment est-ce qu'on appelle ça déjà, les actes électoraux ? Oui, les actes de scrutin qui ont été scannés ensuite et transmis donc, au système central informatique. On a remarqué que des fois il y avait des irrégularités, c'est-à-dire que des personnes qui sont des observateurs qui étaient restés pendant toute la phase de dépouillement, qui avaient noté très bien les résultats, sont allés consulter donc, les résultats qui avaient été scannés et n'ont pas retrouvé exactement les mêmes résultats. Ça a été reconnu, il faut le dire, par le tribunal suprême électoral, mais qui du coup a dit, et d'autres aussi des délégations qui disent que oui, ça fait partie de la marge d'erreur qu'on peut attendre d'un tel système. Donc voilà, il y a toujours une bonne raison de toute façon. Je vais terminer rapidement sur ce qui s'est passé après le jour du vote. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas eu de violence majeure, c'est-à-dire qu'on n'a recensé aucun assassinat politique le jour du vote. Le jour du vote, non. Le jour du vote, ça s'est passé dans une atmosphère relativement pacifique, en sachant que la militarisation aide à ce que ce soit pacifique et à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements. Et aussi, ce qu'on aimerait souligner, c'est qu'il faut dire qu'il y a eu une mobilisation majeure et inédite en fait des électeurs, de l'électorat hondurien. C'était les élections qui ont enregistré le taux de participation le plus élevé de l'histoire du Honduras, avec plus de 60%, donc ce qui est énorme. Et c'est vrai que nous, on nous l'a beaucoup, en discutant avec les gens, beaucoup nous disaient, et étaient fiers de nous dire que c'était la première fois qu'ils se déplaçaient pour aller voter, parce qu'ils avaient foi en fait en une victoire de Libre. Donc ils ont été pas mal déçus, quoi.
Donc après les élections, on a enregistré plusieurs assassinats en fait à nouveau, donc notamment l'assassinat d'un paysan d'un syndicat paysan qui s'appelle le CNTC, qui est assez conséquent. Donc son corps a été retrouvé décapité le 27 novembre. C'est difficile de savoir s'il s'agit d'un assassinat politique ou non, mais en tout cas, on savait qu'il était plutôt en faveur du parti Libre, et on sait aussi qu'il était... c'est pas lui. Bon, voilà. On sait qu'il était militant de Libre, en tout cas, donc ça mérite d'être souligné. À la veille de la manifestation de protestation contre la fraude électorale qui a eu lieu le 1er décembre, donc la veille, le 30 novembre, un militant notable et connu de tous du parti Libre a été assassiné aussi. Donc il s'agissait des Modos, qui faisaient partie des motards en fait, qui encadraient toujours les dirigeants du parti Libre dans les manifestations. Ils étaient toujours à la tête des manifestations. Il a été assassiné aussi à la veille de la manifestation, alors qu'il se rendait, il était sorti faire des courses à l'épicerie d'à côté. Donc ça a été un coup assez fort, et donc finalement la manifestation du 1er décembre a été un peu un hommage rendu à lui. Donc on a accompagné sa dépouille, son cercueil, donc avec Xiomara et Mel qui s'étaient déplacés aussi, qui lui ont rendu hommage. La Fédération internationale des droits de l'homme, qui avait également envoyé une délégation d'observateurs, a divulgué au lendemain des élections, donc le lundi 25 novembre, lors de la remise de son rapport préliminaire, ils ont divulgué l'existence d'une liste d'une vingtaine de personnalités honduriennes qui étaient candidats, enfin plutôt qui étaient possiblement qui seraient potentiellement pris pour cible, qui pourraient être assassinés, quoi. Cette liste-là, donc, elle comprenait beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, des membres du Parti Libre, des avocats, des syndicalistes, et elle a été divulguée donc, par le président de la FIDH. Donc là aussi, ça peut faire partie d'une stratégie d'intimidation, en tout cas l'existence d'une telle liste. En violation des droits de l'homme, donc on a pu observer pour la fameuse manifestation dont je vous parlais déjà du 1er décembre, on nous a reporté des entraves en fait à la liberté de circulation, puisque environ une quinzaine de bus de manifestants qui souhaitaient se rendre de la ville d'Olancho jusqu'à la capitale ont été bloqués par des militaires, donc voilà, aussi pour un peu contenir la protestation sociale. Et enfin, toujours dans la logique de répression, en tout cas d'étouffement des protestations, donc au lendemain des élections, puisque évidemment il y a eu des mouvements, une résistance qui s'est organisée pour dénoncer la fraude, et notamment les étudiants se sont organisés. Ils ont occupé les locaux de l'université, donc ils ont été délogés par la force par tout un contingent comprenant des policiers, des membres de la police militaire, des soldats, et donc plusieurs d'entre eux ont été blessés et hospitalisés. Voilà, donc ça c'est très factuel, mais c'était vraiment pour vous dire ce qui s'était passé sur place durant le temps de notre mission. Et je vais laisser Hélène maintenant vous donner plus de perspectives. Bonsoir. Donc moi je ne vais pas insister. Oui, approche le micro. Oui. Je vais pas insister sur la façon dont ça s'est déroulé pour moi, l'observation en elle-même, puisque Orlan a résumé. Et puis d'autre part, en fait, le jour des élections, il se passe en général rien. C'est assez rare, sauf peut-être au Mexique, où au Mexique c'est un peu particulier. Mais
Mais en général, ça se passe toujours tranquillement, et quand on parle de fraude, c'est toujours avant ou après. Donc c'est là qu'il faut être vigilant et essayer de comprendre comment ça se passe. Or, en ce qui concerne les résultats électoraux, l'Union européenne, l'OEA et également les pays de l'ALBA qui ont été très discrets ont fini par s'exprimer plus ou moins dans le même sens pour reconnaître la validité des élections. En fait, on peut penser que l'idée c'était le désir d'en finir avec le problème hondurien qui durait donc depuis le coup d'État de 2009 et qui n'avait pas réussi à être lavé par les élections qui avaient eu lieu en novembre 2009 et qui avaient été boycottées par une grande partie de la population. Donc là, le fait que Libre ait décidé de participer aux élections, ça lui donnait une légitimité que ces élections n'avaient pas eu donc en 2009. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui frappe aussi, c'est que les Honduriens ont exprimé, enfin la plupart des gens qu'on a pu interroger, un désir de changement, mais ce qui a été principalement mis en avant par les missions d'observation électorale institutionnelle, ça a été le résultat qui a été mis en avant, c'est qu'on en finissait avec le système bipartite, c'est-à-dire Parti national, Parti libéral qui se relayait au pouvoir depuis plus d'un siècle. Et que donc la grande victoire, l'entrée de deux nouvelles forces politiques au Parlement, donc Libre et le Parti anticorruption, qui a obtenu 13% des voix, ce qui n'est pas rien, c'était en fait ça la grande victoire de la démocratie. C'est-à-dire que maintenant à l'Assemblée, on avait 4 partis qui comptaient au lieu de 2. La question qu'on peut poser évidemment, c'est est-ce que c'est vraiment le changement dont le pays rêvait. Donc pour rappel, le mouvement social hondurien, comme l'a rappelé Maria José et Fabien aussi, est un mouvement qui a été extrêmement soudé pendant la résistance au coup d'État et que le mouvement social hondurien aussi s'est consolidé autour de la question de la défense des droits humains. Et puis aussi, pour rappeler des dates qui sont importantes, en 1998, l'ouragan Mitch, qui a signifié un réveil de la société civile, de la même façon que, par exemple, au Mexique, après le tremblement de terre de 86, il y a eu un réveil vraiment de ce qu'on appelait la société civile, où les gens se sont rendus compte dans des événements comme ça que de l'incurie en fait des autorités et ce qui fait que il se produit vraiment une plus grande cohésion. Et puis il y a un autre événement qui est passé beaucoup plus inaperçu, c'est en 2008 la grève des officiers de police judiciaire, dont certains ont fait une grève de la faim de près de 40 jours, qui n'était pas une grève corporatiste, mais une grève qui était destinée à dénoncer la corruption, l'impunité et la situation d'insécurité qui en résultait. Et cette grève a bénéficié du soutien d'une grande partie de la population hondurienne, ce qui montre à quel point justement ces questions liées à la corruption, à l'impunité et à l'insécurité sont importantes pour les Honduriens. Et d'ailleurs, le score qu'a fait le parti anticorruption, quoi qu'on puisse en penser, est aussi un signe de ce ras-le-bol et de cette préoccupation pour la situation de corruption généralisée qui règne dans les institutions, notamment de l'État. La réponse à ces mobilisations, et évidemment ça s'est vu bien plus au moment du coup d'État, ça a été une criminalisation des mouvements sociaux
et une militarisation accrue de la société. Donc on en arrive aux élections de 2013 qui mettent fin à une conjoncture qu'on peut décliner en deux étapes. Là, je m'inspire en partie d'une analyse qui a été faite par le directeur et coordinateur de la Radio Progresso, donc le père jésuite Ismael Moreno, plus connu sous le nom de Melo. Donc du 28 juin 2009, donc la date du coup d'État, jusqu'au 21 mai 2011, qui sont les accords de Cartagena qui ont été signés en Colombie. Et qui ont marqué, ont facilité le retour du président Zelaya au Honduras, donc accords qui ont été signés entre le gouvernement hondurien et le président déposé au moment du coup d'État, Mel Zelaya, sous l'égide des gouvernements colombiens et vénézuéliens. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette caution de deux gouvernements qu'on sait évidemment très opposés politiquement a donné une très grande légitimité à ces accords de Cartagena. La deuxième étape de cette conjoncture, c'est du 21 mai 2011, donc la signature des accords jusqu'aux élections, donc du 24 novembre 2013, où on peut parler de l'établissement d'un pacte de gouvernabilité. Et la première étape, elle est marquée par ce qu'on peut appeler un gouvernement des forts, entre guillemets, c'est-à-dire de ceux qui ont perpétré le coup d'État et qui ont pensé que parce qu'ils avaient perpétré le coup d'État, ils avaient absolument tous les droits. Or, à ce moment-là, la communauté internationale a exercé un certain nombre de pressions et a obligé le président Lobo à passer à une deuxième étape, donc ce fameux pacte de gouvernabilité, qui donc commence avec les accords de Cartagena, dont donc le retour de Zelaya, la réintégration du Honduras dans l'OEA et l'acceptation d'un règlement des conflits par la voie électorale. Ce qui évidemment est important pour la suite. Donc on a après ça la formation du parti Libre, et puis après un certain nombre de mesures, disons, de façade, notamment la mise en place d'une commission de la vérité institutionnelle, parce qu'il y a eu après une commission indépendante qui s'est appelée la commission de Verdad, donc la vraie commission, qui a été intégrée par des personnalités de la société civile. Et une autre mesure, c'est la molle d'épuration de la police, avec voilà, pas de tortue, quelques mesures qui ont été prises. Et donc, selon le père Ismael Moreno, à cette voie de la gouvernabilité, qui est donc dont les acteurs sont les politiques, la classe politique, il y a une deuxième voie qui chemine parallèlement et qu'il a appelée la voie de la mort, ou la voie d'un certain nombre de projets mortifères dont les acteurs seraient selon lui, ou sont selon lui, les multinationales, le narcotrafic, le gouvernement des États-Unis et un certain nombre d'acteurs dont l'intérêt est de prendre le contrôle sur le pays, donc économiquement principalement et politiquement aussi. Et bien que ces deux chemins ne se rencontrent pas formellement, il y a évidemment un lien entre les deux. C'est-à-dire que cette voie du pacte de gouvernabilité légitime aussi l'autre voie, celle des projets mortifères, alors que ce pacte mortifère s'appuie, lui, sur le pacte de gouvernabilité. Et plus ce pacte de gouvernabilité se consolide, plus la situation est dure et plus les atteintes aux droits humains ont été fortes. Et ce pacte d'ailleurs restreint ou se substitue d'ailleurs, et c'est ça qui est
qui est dramatique à l'instauration d'un vrai dialogue démocratique que justement la société hondurienne appelle de ses voeux, et appelait de ses voeux aussi en se manifestant et en allant voter et en apportant son crédit au processus électoral. À de très nombreuses reprises, les gens parlaient donc de la nécessité de l'instauration d'un dialogue national pour résoudre un certain nombre de conflits, et en particulier la question de l'impunité, la question de la corruption, la question aussi de l'accès à la terre, la question de la justice, la question des lois, qui étaient absolument des thèmes récurrents. Donc ces élections 2013, elles appellent, puisque se termine une étape, elles appellent un nouveau pacte de gouvernabilité, mais on reprend on a là les mêmes acteurs de l'élite politique avec lesquels il faut toujours composer. Donc l'oligarchie, qui se répartit entre les différents partis d'ailleurs, il faut le signaler, les multinationales, le gouvernement des États-Unis, les militaires, qui sont des acteurs donc incontournables de ce dialogue, de ce pacte, ou des acteurs à prendre en considération. Et c'est pourquoi ce pacte de gouvernabilité ne peut être considéré comme une proposition populaire progressiste, mais au contraire, on peut le voir comme une expression des secteurs intéressés à maintenir un statu quo et à faire perdurer le système tel qu'il est. Il s'agit donc d'une espèce de traduction en termes politiciens des aspirations de la société au changement, une traduction en tout cas pervertie. Il faut signaler que dans ce processus hondurien et dans la construction de ce pacte, la communauté internationale a exercé des pressions avant les élections pour que ce pacte soit donc consolidé avant les élections. Et il s'agissait là de la répartition des pouvoirs, principalement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisque au Honduras, le pouvoir législatif est très important. Il est pratiquement, sinon plus, c'est là que toutes les décisions se prennent, et on peut même dire que l'exécutif est plus ou moins, est presque subordonné au pouvoir législatif. Donc, d'où le dilemme et l'hésitation de Libre au lendemain des élections à appeler les électeurs, ses électeurs et ses militants à descendre dans la rue, puisque dans n'importe quel cas, il y avait un risque de répression. Donc là, ce qu'on a vu, c'est effectivement le scénario dans lequel Libre a été déclaré perdant, et donc l'appel à descendre dans la rue contenait des risques évidents de répression. Si ça avait été l'inverse, les partis traditionnels et principalement le Parti national auraient probablement crié, contesté les résultats, et en particulier en s'appuyant sur des questions de procédure, notamment que la femme du président déchu ne pouvait pas se présenter, etc. Et donc on courait aussi le risque d'une situation de répression. Il faut signaler quand même qu'en 2005, lorsque Mel Zelaya avait été élu, donc son concurrent principal était le président sortant Porfirio Lobo, et qu'il avait à l'époque déjà contesté les résultats. Donc voilà. Donc les deux alternatives qui s'offraient, c'était ou appeler les militants à descendre dans la rue,
Et il y a eu, là il faut le dire, quand même une vraie attente qui n'a pas été suivie d'effet, ou disons de façon très hésitante, où donc commencer, disons, au sein des institutions enfin, du pouvoir législatif, des discussions avec les différentes formations politiques. Et donc de nombreux acteurs, tant de Libre comme de la résistance, ont effectivement confirmé que ces discussions avaient lieu. Donc l'enjeu majeur est le contrôle du Parlement. Et plusieurs élus de Libre ont d'ailleurs souligné cet aspect. Notamment, on a pu converser quelque temps après les élections avec Rafael Alegría, qui est une figure assez connue de la résistance, du mouvement paysan, et ça a été le porte-parole de la campagne mondiale pour la réforme agraire de Villa Campesina, donc qui est maintenant député de Libre, et qui lui a vraiment exprimé sa confiance dans le fait que le Parlement allait être une plateforme importante pour pouvoir faire avancer un certain nombre de réformes, notamment en premier lieu une réforme du système électoral. Et dans le cadre de ces discussions pour trouver un pacte de gouvernabilité, Mel Zelaya est un personnage totalement incontournable, plus d'ailleurs, comme je l'ai expliqué, que Xiomara Castro, dont la victoire a été donc un petit peu sacrifiée pour concentrer tous les efforts sur la question parlementaire. Et il est incontournable parce que c'est aussi le seul, sans doute, qui est capable de contrôler les disparités au sein de Libre. Libre s'est fondé à partir de la résistance, qui était un mouvement extrêmement hétérogène, et une partie des gens qui ont intégré Libre, et en particulier le Parlement, sont d'ex-membres du Parti libéral, qui ont quitté le Parti libéral à la suite du coup d'État parce qu'ils désapprouvaient le coup d'État, mais qui ont une sensibilité libérale. Il y a des gens qui sont issus des mouvements sociaux, il y a des syndicalistes, enfin bon, c'est une palette assez hétéroclite de personnes. Donc Mel est un peu l'élément qui serait capable de réunir un petit peu tous ces gens-là. Mais enfin, il faut quand même signaler que dès la première session du Parlement, un député de Libre a été expulsé du parti. Oui, parce qu'il a voté. Il a voté avec les députés du Parti national et du Parti libéral pour élire donc la directive, enfin la direction du Parlement. Donc, c'est pour donner un exemple de la complexité de la problématique. Donc, en ce qui concerne les alliances, alors avec le parti anticorruption et le parti libéral, qui est donc le parti libéral qui après avoir été donc un acteur principal du bipartisme, se retrouve donc en troisième position. Ce qui est quand même un coup de tonnerre, et ce qui a permis donc de crier un peu victoire. Alors bon, moi j'ai un petit peu des réserves là-dessus, sur la fin du bipartisme. Donc il y aura une alliance avec le PAC sur les questions liées aux réformes, notamment
les réformes fiscales, le fonctionnement institutionnel, les réformes de l'État. Mais le PAC n'est pas un parti spécialement progressiste. Il y a des différences assez importantes de point de vue, notamment sur les questions économiques. Donc on se demande combien de temps cette alliance pourra durer et sur quoi d'ailleurs elle portera. Donc en ce qui concerne l'Alliance, tous les espoirs portaient sur la possibilité de faire alliance aussi avec le Parti libéral pour gagner donc une majorité, avec Libre, le Parti anticorruption et le Parti libéral pour avoir une majorité. Or, le Parti libéral a finalement décidé de s'allier au Parti national pour une bonne raison, c'est que le parti, l'aile, disons la composante oligarchique du Parti libéral n'a aucun intérêt à rester dans un parti libéral croupion, qui est la troisième force politique, dans la mesure où il n'est plus un levier et un acteur du pouvoir. Donc d'un point de vue économique, pour cette oligarchie, ça n'a aucun intérêt de maintenir à bout de bras un parti libéral qui n'aurait plus accès au pouvoir et ce faisant donc à des positions de décision économique principalement. Donc le scénario actuel est pire, est le pire qu'on pouvait imaginer, dans la mesure où le pacte de gouvernabilité est fragilisé, dans la mesure où Libre se trouve marginalisé donc au sein du Parlement, puisque tous les espoirs justement de parvenir à un accord pour contrôler notamment la direction du pouvoir législatif ont été réduits à néant. Et le parti des forts, entre guillemets, a consolidé sa position avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, puisque et de la nouvelle Assemblée, puisque sans attendre donc le nouveau gouvernement, un paquet de réformes a été adopté, notamment donc une réforme fiscale assez terrible, donc avec tout un tas de mesures d'austérité, une consolidation du pouvoir exécutif, sans attendre donc une possible, pour pallier justement au risque que le pouvoir législatif puisse freiner par des alliances justement des réformes que l'exécutif aurait décidé. Il y a évidemment la loi sur la création de la police militaire d'ordre public, c'est-à-dire une police militaire qui aura des fonctions d'exercice de l'ordre public, et aussi la création des groupes Tigre, qui sont des brigades, des troupes d'élite en fait, qui sont censées assurer la sécurité. Donc tout ça va dans le sens d'une plus grande militarisation de la société. Et donc cette loi de création de la police militaire a été inscrite d'ores et déjà dans la Constitution, ce qui évidemment lui donne une certaine force et sera difficile, disons, à remettre en question. Donc on a ensuite les apparences de maintien d'un pacte de gouvernabilité, donc en partie sous la pression de la communauté internationale. Donc le plan d'austérité qui évidemment est en prévision et est un préliminaire à l'accord avec le FMI, auquel se soumettent tous les gouvernements nouvellement élus, du moins en Amérique centrale. Ça c'est un grand classique. Et puis il y a eu quelques changements, mais pas forcément en mieux, dans la police et dans l'armée, puisque la direction donc de l'armée et de la police viennent de changer. Mais en même temps, on a aussi la fin de la dépuration, du processus de dépuration
de la police, malgré d'ailleurs les démentis, mais en tout cas la commission qui était chargée d'effectuer cette d'épuration a été dissoute, donc ça laisse augurer assez peu de... Enfin, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Et actuellement, enfin désormais, donc la décision de réserver une information sera laissée à l'appréciation de chaque institution particulière. Donc on a plusieurs catégories d'informations, donc réservées, confidentielles, secrètes et ultra secrètes. Et donc ça laisse augurer aussi de temps difficiles pour les journalistes et les personnes qui travaillent et qui traitent l'information, ainsi que d'ailleurs pour les citoyens qui souhaitent recevoir cette information. Sur la question des journalistes, enfin, puisque j'ai participé à cette mission aussi avec le mandat de Reporters sans frontières. Donc pendant la durée de notre mission, j'ai reçu 2 personnes qui ont été menacées, des cas assez graves. L'un était un journaliste clairement engagé au sein du parti Libre. Il a dû quitter la région de Olancho, dont il est originaire, pour se réfugier dans la capitale. Et l'autre journaliste était un journaliste originaire de la région de Laguane, donc une région très conflictuelle. Ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, disons, enfin, si les élections n'ont pas amené pour les journalistes une situation particulièrement problématique, elles n'ont pas non plus donné de répit aux journalistes, c'est-à-dire que on est resté dans la triste banalité des menaces et des atteintes à la liberté des journalistes d'exercer leur profession. Merci. Bien, bah écoutez, comme vous avez pu le voir et l'entendre surtout, la situation au Honduras est loin, après ces élections, d'être celle que le Parti Libre, la population, le mouvement de résistance pouvait le souhaiter. Et je crois que c'est important que nous transmettions toutes ces informations devant je dirais le silence qui se fait autour de ce qui se passe en Honduras, et surtout le gouvernement qui est le nôtre, sa volonté de tout faire pour laisser passer un gouvernement comme celui-là. Et je crois que c'est ça qui est très inquiétant pour notre pays. En tout cas, on a déjà eu l'occasion de dire, nous, au ministère des Affaires étrangères, il y a aujourd'hui un positionnement français qui n'est pas à la hauteur de ce que doit être notre pays. Donc ces informations qui sont données permettent, pour le moins, de témoigner que ce que nous déclarons, ce que les journalistes indépendants peuvent dire, ça a été bien vu par 2 personnes qui ont été comme observatrices en toute indépendance et liées qu'à des organisations de droits de l'homme et droits humains. Peut-être que vous avez des questions, en tout cas on a essayé de réserver un quart d'heure, 20 minutes.